Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte le monde du logiciel et de l'écosystème startup français. C'est un épisode très spécial aujourd'hui que j'ai le plaisir de vous proposer puisque j'ai eu la chance de recevoir Kat Bourlongan, ex-directrice de la mission French Tech. Nous reviendrons pour commencer sur son histoire et son parcours professionnel avant sa nomination par Mounir Majoubi à la direction de la mission. Nous reviendrons ensuite en détail sur les 3 années intenses passées avec son équipe au sein de la French Tech à faire de l'écosystème français un leader mondial et prendre la trajectoire des 25 licornes à horizon 2025, objectif fixé par le président Emmanuel Macron. Kat nous partage ses plus grandes fiertés et les changements qu'elle a su insuffler tout au long de son mandat. Et je vous invite à écouter jusqu'au bout car elle nous parle du futur de la mission French Tech, mais pas que. Avant de vous laisser avec mon interview de Kat Bourlongan, merci pour toutes les personnes qui nous écoutent et nous soutiennent depuis le début, et bienvenue aux éditeurs qui découvrent la chaîne avec cet épisode. C'est un épisode très spécial pour Senpai puisque Kat Bourlongan est une personne qui nous a accompagnés et a marqué l'histoire de notre entreprise. Mais sans plus tarder, voici Kat Bourlongan, ex-directrice de la mission French Tech. Je vous souhaite une très très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour David. Bienvenue, ravi de t'avoir au micro et d'avoir accepté mon invitation. Bah oui, je crois que d'ailleurs tu es la première personne qui parle de moi comme l'ex-directrice de la French Tech. J'essaie de m'y habituer encore. Bah, j'espère que c'est pas trop déstabilisant et en tout cas, Non, on va non, revenir un petit peu sur ton actualité justement. Et pour les personnes qui vivraient dans une grotte, Kat, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es, nous raconter un petit peu? D'accord, moi j'ai fait la version courte. Donc bonjour, je suis Kat Bourlongan et vu que c'est le contexte de l'interview, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, je dirigeais une équipe très particulière qui s'appelle la mission French Tech. Et la mission French Tech, c'est le bras armé de l'écosystème tech français au sein de l'État. Ok, version très courte, effectivement. Des versions très courtes, Ça voilà. marche. Facile. Enfin, tu vois, t'es starter, tu vois, t'as la version cocktail, t'as la version de pitch dans l'ascenseur et t'as la Non, version mais longue. très clair. Donc ça, c'est la Très, version cocktail. très clair et sympathique. Et je pense que la mission French Tech, les gens ont pu la voir dans les médias un peu partout. Donc, ils sont très sensibles à ça. Et justement, on le disait tout à l'heure, ex-directrice de la French Tech, puisque tu finis ton mandat là, actuellement, aujourd'hui, au moment où on enregistre. Et Oui. justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ton histoire un petit peu, peut-être revenir sur d'où tu viens, Kat, pour bien amorcer les choses? Donc on commence d'où je viens et puis on termine à la fin de mes 3 ans dans la French Tech. Bon, Absolument. c'est un peu vaste, mais si tu veux, commençons sur mon background, comme ça les gens savent qui parle. Yes. Je suis philippine. D'ailleurs, je tente toujours la naturalisation. Donc, j'ai dit ça parce que pour certaines personnes, c'est pas très importante, mais pour moi, ça reste une très grande partie de mon identité parce que je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans. J'étais en train je suis arrivée seule, sans ma famille. J'étais en train de prendre le participe passé. Et c'était pas dans le cadre d'un échange Mmh. universitaire, un Erasmus. Je suis partie parce que je devais partir. Mon père était un dissident politique qui, à l'époque, risquait la peine de mort et le climat était extrêmement pesant. Donc, à l'époque, partir était la seule solution pour mener une vie à peu près libre et indépendante. Donc, ça, c'était en 2003. Et puis, si je fais de faire ça de manière assez synthétique, donc je suis arrivée en 2003, j'ai appris le français. Un an après, j'ai passé le concours pour Sciences Po Bordeaux. Je l'ai eu. J'étais la seule étrangère qui l'a eu, en fait. Enfin, quand je dis étrangère, c'est pas quelqu'un d'origine étrangère, c'est genre quelqu'un qui est vraiment, pour le coup, immigré première génération et tout ça. Du coup, j'ai eu une bourse du gouvernement français, plus spécifiquement du ministère des Affaires étrangères. Pour ajouter quelque chose de mon parcours atypique, plutôt que de terminer les 5 ans, parce que les grandes écoles, voilà, c'est 5 ans et tout, je suis partie plutôt à Bac+3 parce qu'on m'avait proposé un poste. Enfin, en gros, on m'avait proposé de diriger Reporters sans frontières au Canada et j'avais 23 ans. Il y a une backstory, mais on ne Ah peut ouais, pas rentrer dans les détails. de l'autre côté de l'Atlantique, carrément, Exact, tu étais appelé. exactement. Donc, en fait, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait mon master. Enfin, du coup, j'habite à Montréal. Euh, D'accord.
du coup, j'ai fini par faire mon master à McGill. Et de manière plus ou moins simultanée, je travaillais aussi à l'ONU, c'était mon job d'étudiant. Je travaillais à l'ONU, plus spécifiquement dans l'OACI, donc qui est l'agence de l'ONU qui s'occupe de l'aviation civile, qui Mhm. négocie tous les accords tu vois, sur la pollution interpays et ce genre de choses-là. Et un jour, je me suis dit que il fallait que je choisisse un endroit où vivre, faire ma vie, et du coup, j'ai décidé de rentrer en France. Et du coup, là, on va arriver dans l'histoire improbable de comment je me suis retrouvée dans la tech. Je t'ai déjà raconté ça, David, ou pas encore? Écoute, très rapidement, mais c'est vrai que ton histoire, elle est, et tu fait tellement de choses. Mais en fait, On a beaucoup parlé de Five by Five, à une époque. ouais, c'est vrai, c'est toujours drôle de raconter ce genre d'histoires parce qu'ils sont jamais linéaires, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a plein de personnages publics qui ont toujours de parcours linéaires et chaque fois qu'on leur demande de raconter leur parcours, il y a toujours une sorte de flow qui est assez, Ouais, c'est une autoroute. voilà. Pour moi, c'est un peu, on part du A à J, ensuite à D Il y a les et petits à trous, E. un peu. Enfin, voilà. Donc, en gros, bah, ça a commencé sur Craigslist. J'étais en train de chercher un appart, je venais tout juste de rentrer en France et comme beaucoup d'immigrés, en fait, il est quasiment impossible de louer un appart, quoi. Enfin, t'as De pas de trouver, garant, tu vois, t'es pas français, enfin bref. Et du coup, j'ai fini par sous-louer une chambre que j'ai trouvée sur Craigslist. Je me suis retrouvée coloc avec un mec assez impressionnant qui s'appelle Pierre Balade. Pierre Balade, pour tu vois, ceux qui suivent pas forcément, on a tous les potins de la tech et tout ça. Pierre Balade est le fondateur de Sunrise, qui est un calendrier qui était vendu à 100 millions à Microsoft. mmh. Et depuis, en fait, a fondé une startup qui est très spécialisée dans tout ce qui est privacy. Mais à l'époque, Pierre était en UX, enfin, designer UX pour Foursquare. D'accord. Il allait bientôt partir. Et du coup, voilà, bref, du coup, je me suis retrouvée coloc avec ce mec. Eh ben, c'est bien tombé, hein. Il, il m'a présenté ensuite à d'autres personnes dans le cadre d'une association qui s'appelait Vox, qui à l'époque était un petit asso qui essayait de mobiliser l'open data pour promouvoir en fait la transparence dans les élections présidentielles. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là que j'avais rencontré une jeune étudiante qui s'appelle Julia Bijaoui, Mmh. un autre codeur en fait qui commençait à peine, il était encore étudiant, je crois, Eh ben, dis qui donc, s'appelait Benjamin Netter. Bref, en gros, voilà, qui sont plus étudiants maintenant du tout, en tout cas. bah, du tout, voilà. Benjamin Netter était le fond, enfin, en tout cas, je commence avec Julia parce qu'elle Oui, était, on l'a vu avant-hier avec David. Julia est maintenant la fondatrice de Fritchti, qui est absolument. une entreprise du Next 40. Et Benjamin, en fait, était le fondateur d'October, une autre entreprise du Next 40. Mais à l'époque, ils étaient encore étudiants. Bref, en gros, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée dans la tech, via Vox, enfin, via ces D'accord. personnes. Ensuite, j'étais totalement obsédée par l'open data, tellement obsédée par le sujet que j'ai décidé avec quelqu'un que j'avais rencontré du coup à la même époque, Chloé Bonnet, qui était ma cofondatrice, de lancer une agence qui à l'époque était entièrement spécialisée dans l'open data, qui s'appelait Five by Five. Voilà, le bot a beaucoup évolué. On Bien a sûr. commencé par l'open data, et puis ensuite les open API, les plateformes dev, l'open innovation, les relations startup grand groupe, voilà, qu'on a fini par vendre en fait à Capgemini à la fin. Mmh. Et puis, Ça fait quelques années du bref, coup, pour faire développer Five oui, by oui, Five. 5 ans, ouais. Mmh mh. 5 ans, et vers la fin de ces 4-5 ans-là, on m'avait appelé en fait pour postuler pour devenir directrice de la French Tech. C'est vraiment à ce moment-là que Et ça s'est ça, passé. c'est exactement, et ça, c'est une autre histoire. Du coup, tu reçois un coup de fil de Mounir, comment ça se passe? Non, c'était encore plus improbable que ça. En fait, c'était pas Mounir directement. Donc Mounir, en fait, contrairement à ce que les gens pensaient, enfin Mounir, je l'avais vu peut-être 2-3 fois Mmh. avant qu'on travaille ensemble. C'était quelqu'un d'autre, c'était son DIRCAB, D'accord. son directeur de cabinet, Emeril Wang. Emeril, d'ailleurs, était dans les cabinets de Fleur Pellerin au moment où elle a lancé la La French French Tech. Tech, ouais. Et puis, il est devenu enfin, il a fait beaucoup de choses, mais entre-temps, il était devenu le Chief Innovation Officer de Société Générale. C'est dans ces cadres-là que je l'avais rencontré. Et ensuite, il s'est retrouvé en fait,
dans la French Tech en quelque sorte, en tant que directeur du cabinet de Mounir Majoubi. Donc, Emeril, quand il a été nommé DIRCA, m'a appelé, m'a invité à venir chez eux. Il venait tout juste d'aménager, donc en fait, c'était encore un bordel. Je crois que Mounir, à l'époque, il était en train de faire casser tous les murs pour faire un grand open space, qui est quelque chose enfin, on Plus voit pas beaucoup moderne. Moderne, ben, bien sûr. plus moderne, mais en tout cas vraiment pas ministériel, Pas quoi. conventionnel. Et du coup, je vais dans leur bureau. Il y a des cartons partout. Et au bout de 2 minutes, enfin, peut-être même pas, peut-être 1 minute, Emeril me dit direct, bon, bah, comme tu le sais, David Monteau, l'ancien directeur de la mission French Tech, est parti. On cherche quelqu'un pour le remplacer. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Le siège était vide, justement, quand on t'a proposé. Ouais, ça faisait, en fait, David, il était parti en décembre 2017, Mhm. ouais. Et là, je crois que Emeril et moi, on commençait à se parler en mars, quelque chose comme ça, genre mars 2018. Ok. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'était passé. Ça s'arrête pas là parce que en fait, ma première réponse était plutôt non. Complètement, parce que j'imagine que c'était un peu éloigné de ce que tu faisais chez Five by Five au départ. Hein. Bah déjà, tu vois, comme tu le sais, c'est très difficile de quitter son entreprise. Tu vois, enfin, et surtout quand on a un cofondateur, parce que c'est une vraie relation. Donc il y avait ça. Donc en fait, enfin, instinctivement, ma réponse aurait été non de toute façon, tu vois, sans avoir trop réfléchi. Et puis, le deuxième, c'était parce que justement, je connaissais David Monteau, tu vois, c'est un mec ultra intelligent et tout, mais il a un profil un peu plus institutionnel, tu vois. Enfin, vraiment, Mhm. est plus âgé que moi, plutôt un homme que j'ai souvent vu avec un costard. Enfin, et du coup, j'avais du mal à comprendre exactement ce qu'on demandait de moi. J'avais du mal Ouais, à ce que tu allais imaginer. pouvoir apporter vis-à-vis de ça, alors Bah, que c'était pas ton costume, quelque part. bah voilà, c'était ma première réaction, c'était tout simplement, bah, directeur de la French Tech. Enfin ça c'est pour un énarque ou pour un technicien, de quelqu'un dans une sorte de costard bleu foncé et tout. C'est pas pour moi, quoi. Enfin, c'est pas qui je suis. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait un peu shifter à ce moment-là? Et bah, déjà le temps, parce que j'ai eu le temps de réfléchir un tout Bien petit sûr. peu, parce que c'était, tu vois, du coup, Emmanuel m'a invité au cabinet, c'était un vendredi à 11h. Et pendant le week-end, en fait, ce que j'ai fait, c'est ce que je fais chaque fois quand je ne sais pas faire quelque chose, c'est que je demande de Ouais, l'aide. t'hésites. Ouais. D'accord. Donc, j'ai écrit à 5 personnes et je les ai tous eu au téléphone pendant le week-end. Il y avait naturellement Roxane Varza, qui est la directrice de Station F et voilà, un grand rôle modèle à moi en quelque sorte. Il y avait aussi Paul Douane, qui est lui aussi plutôt entrepreneur, mais vraiment dans la tech for good. Il est data scientist à la base. Je suis aussi allée voir Adnan Trojette, qui à l'époque était la Cour de compte. Donc en fait, voilà, improbable. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur l'open data et c'était Adnan qui avait écrit en fait le grand rapport sur l'open data. Mais je suis allée voir Adnan surtout parce qu'il D'accord. était à la Cour de compte, NARC et tout ça, donc je voulais vraiment avoir son avis. Il y avait Fred Mazzella, bien sûr, patron de... Fondateur de Blablacar. Exactement. Et il y avait naturellement ma cofondatrice aussi, Chloé, qui est la dernière que j'avais vue. Et en gros, la conclusion à laquelle on est tous arrivés, c'est que ce serait une formidable opportunité d'avoir de l'impact. C'était une opportunité rare. Et ce serait con, en fait, de dire non. Voilà. Ok, tout C'est une simplement. version courte, voilà. Ça a fini de te convaincre et justement, t'as accepté la proposition qui était sur la table, quoi. Bah, en fait, oui, je me souviens, j'attendais à 8h55 lundi pour envoyer un message à Emeril pour dire, écoute, en fait, j'étais vraiment sans voix Mhm. quand tu m'as proposé de postuler. Et en fait, en réfléchissant, je sais absolument ce que j'ai envie de faire. Donc, dis-moi quels sont les next steps. Et ben, et justement, quand toi, tu commences ton mandat, c'est quoi un peu ton histoire par rapport à ça? Comment tu as débuté? Tu arrives dans un univers que tu découvres aussi? Bon, tu le connaissais en étant dans l'écosystème, mais justement, comment Oui, tu prends tes oui, fonctions quand oui. tu es directeur de la French Tech? Mm, Bah, écoute, la Ou mission French partenaire? Tech, c'est pas l'écosystème, hein.
En fait, on travaille pour l'écosystème, pour spécifiquement pour la France, en fait, à travers l'écosystème. Mais en fait, quand tu es dans la mission French Tech, tu évolues plutôt dans un univers très administratif. La mission French Tech, pour ceux qui ne le savent pas, est en fait est une administration au sein de Bercy. Donc, on est au ministère de l'économie, plus spécifiquement au centre de la direction générale des entreprises. Enfin, ça, c'est le genre de détails, en fait, dont, en réalité, tout le monde s'en fiche un tout petit peu, mais c'est quand même important pour comprendre Mhm. à quoi ressemble plutôt le quotidien de mon équipe. Bon, ça veut dire déjà, par exemple, toi, David, toi, quand tu as besoin d'argent, tu lèves ou tu vois, tu fais du business. Nous, on a besoin enfin, tout notre budget vient des projets de loi, quoi. Tu vois, nous, notre budget, il faut le faire voter, par exemple, quand ils pensent. Donc, en fait, ça change totalement la logique par rapport à la manière dont tu travailles. Tout à fait. Il y a aussi des codes qui sont totalement différents, des manières de travailler qui est totalement différente. Il y a d'innombrables acronymes aussi qui entourent le monde de l'administration. Tout un tas d'administrations non plus. Il y a une grande diversité en plus d'institutions à connaître. Et du coup, moi, j'étais vraiment dans une sorte de onboarding profond pendant mes 6 à 8 premiers mois. D'accord. Donc, tout ça pour intégrer les codes, un peu la grammaire, Peut-être pas pour totalement l'intégrer, mais au moins pour le comprendre. pour le comprendre, tout à fait. Tu vois, la mission French Tech est quand même, on est hybride, quoi. Enfin, on a un pied dans le monde de l'écosystème, dans le sens où c'est là où il y a notre réseau, notre communauté. On a vraiment une philosophie qui est très founders first, dans le sens où on écoute d'abord les entrepreneurs pour vraiment comprendre quelles sont les difficultés du terrain et tout ça. Après, il y a l'autre pied qui est quand même au sein de l'État, et plus spécifiquement au sein de Bercy, qui est la partie qui fait que, déjà, c'est là, enfin, c'est de ces pieds-là que vient notre force de frappe. Parce que la force de frappe de la mission French Tech, quand même, c'est pas la force de frappe c'est la force de frappe de l'État. C'est toutes les tactiques qui sont au sein de l'État, que ce soit des Bien programmes, sûr. le financement, la politique publique, les programmes d'accompagnement, ce genre de choses-là. Mais, euh, mais ça vient aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, avec une culture qui est totalement différente de la culture de la tech, par exemple. Yes, complètement. Et moi, je voulais te demander aussi, à ce moment-là, quand tu prends tes fonctions, c'est quoi le sentiment de Kat Bourlangan d'il y a 3 ans, quand elle fait un peu le bilan de ce qui a été réalisé et la roadmap que tu dois commencer à construire justement avec, la politique qui est en place et les objectifs qui étaient fixés par, Emmanuel Macron? On en reviendra peut-être après dessus. Ouais, Justement, comment toi je, tu gères ça? je vais dire quelque chose. Donc, en gros, si on revient sur les objectifs qui étaient fixés, l'objectif qui était fixé, c'est faire en sorte que la France puisse produire 25 licornes d'ici 2025, mais pas au prix de certaines valeurs, pas au prix de la diversité, de l'inclusion, de la cohésion territoriale et de l'environnement. Et en fait, tu vois, en fait, dans mon processus de recrutement, il y a très peu de gens qui le savent, mais dans le processus de recrutement, Monia m'avait déjà demandé de prendre un roadmap. Et du coup, Et et du coup, de recruter en fonction. non, non, mais du coup, je l'ai fait. Toi, ça faisait partie, si tu veux, de Bien la sûr. dernière phase de recrutement et tout ça. Il m'avait demandé voilà, de prendre ce roadmap. Je lui ai filé un document assez détaillé de 13-14 pages sur exactement ce que je pensais vouloir faire, tout ça. Mais en même temps, vu que tu vois, le processus de recrutement est quand même relativement confidentiel, c'est quelque chose en fait que j'ai pu pondre comme ça en tant que membre et observateur de l'écosystème tech. Et Mmh. du coup, moi, quand j'ai commencé mon mandat, j'avais ce document-là. Et honnêtement, moi, j'ai commencé mes 3 premiers mois à juste parler avec tout le monde. Tout le monde. Vraiment, je parlais avec toutes les personnes dans l'administration, en fait, qui avaient vraiment un grand rôle à jouer par rapport aux startups. Enfin, que ce soit les personnes qui gèrent le financement d'innovation ou la politique publique des startups, ce genre de choses-là. J'ai parlé avec toutes les écosystèmes dans les régions qui étaient à l'époque représentés par ce qu'on appelait les métropoles French Tech. J'ai parlé avec toutes les figures de proue en fait dans la communauté French Tech en France et à l'étranger parce qu'à l'époque il n'y avait pas des communautés en fait en France. J'ai parlé avec, on avait quelque chose qui s'appelait le Pass French Tech à l'époque, qui était le prédécesseur, si vous voulez, si tu veux, du Next 40 French Tech 120. Et je leur avais Mmh. envoyé un sondage suivi de call, en gros, pour vraiment bien approfondir.
Et c'est uniquement, en fait, à la fin de ces 3 mois que j'ai osé vraiment pondre un roadmap qui me semblait à peu près correct. C'était sur un Google Doc en plus, qui était partagé avec à peu près 100 personnes, Waouh. voilà, 100 personnes qui eux aussi en fait ont beaucoup contribué à beaucoup de choses, que ce soit la structuration de mon équipe, la labellisation des capitales et des communautés, enfin tout quoi, les priorités, enfin et en fait, du coup, je sais que c'est bizarre parce que, tu vois, dans la fonction publique, on a tendance à tout le temps mettre en avant une figure, tu vois, le directeur, le ministre, le secrétaire d'État, le président, comme la Bien personne qui sûr. a tout fait. Mais en réalité, la French Tech telle que vous le voyez aujourd'hui est un énorme travail de crowdsourcing et de collaboration qui a vraiment impliqué une cinquantaine de personnes différentes. Ouais, justement, c'est un point hyper important que tu évoques là, parce que très souvent on pose la question et tu l'as dit hier soir, lors de la cérémonie de ton départ, l'équipe French Tech, on se demande, ben, combien vous êtes? Et tu disais justement dans ton discours: «Ça dépend». Et on a justement reçu, sur le podcast, Audrey Hiver, du coup, qui travaille dans ton équipe, qui a été un de tes recrutements, qu'on salue au passage, et qui fait partie du coup de cette fameuse team qui a réalisé tant de choses, et Mm. effectivement qui est en back office de tout Bah, ça. Audrey, t'es ma premier recrutement externe, hein. C'est la première personne que j'ai recrutée qui n'était pas déjà dans l'État. Yes, parce que ce que tu as quand même repris en fait le rôle avec une équipe existante déjà? Non, parce que Non, tu il y a directement pu de recruter? l'ancienne équipe, il reste que 2 personnes en fait. D'accord. Donc Sarah Gutsat, qui est devenue ma chef de cabinet. À l'époque, elle était chargée de com, et Louis Fleuret, qui à l'époque était le general manager de French Tech Central, qui était notre espace de Station F, qui est devenu le patron de politique publique en fait au sein de la mission French Tech. Ensuite, mon directeur adjoint, et ensuite c'est Louis qui aujourd'hui est le directeur intérim de la mission French Tech. Yes, en attendant de trouver le prochain qui prendra ce poste de directeur. Et justement, j'en profite, Kat, pendant que tu es là, pour peut-être faire un petit bilan. Comme on arrive au bout de tes 3 ans, on va essayer d'être synthétique. Il y a tellement de choses que tu as mises en place, que tu as activées. Et c'est ça qui est assez impressionnant dans le mandat que tu as fait à la mission French Tech. C'est que no bullshit, ça a été vraiment du concret. Moi, j'en témoigne personnellement, on en parlera à ce moment-là. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les grandes lignes que tu as dessinées pendant ces 3 ans, les achievements et un peu les réussites dont tu es très fier? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Enfin, si on parle du bilan, du coup, on peut parler du bilan de l'écosystème, qui est quand même assez lié. Bien Moi, sûr. j'avoue, c'est pas dans mes KPIs parce que je trouve ça pas très, comment dire, pas très juste, parce que tu vois, quand il y a des nouvelles licornes et tout ça, enfin, c'est quelque chose qui se fait à chaque fois qu'il y a des nouvelles licornes, c'est que je reçois mais vraiment une marée de messages de la part de beaucoup de personnes qui me félicitent, comme si c'était enfin, comme s'il y avait vraiment une corrélation directe et tout ça, mais du coup, j'en suis quand Comme un même, petit peu. j'en suis quand même très fière, parce que au moment où, en 2018, quand on commençait, je crois qu'il n'y en avait que 3 ou 4. Et aujourd'hui, on est à 16 ou 17 en fonction de combien on compte. Ouais, Euh, en route pour les 25 du coup. voilà, donc ça, c'est quand même important, parce que vu que voilà, les objectifs qui étaient posés par enfin, par le président sont quand même très clairs sur le 25 licornes, ça reste des KPIs qui pèsent. Après, enfin, si on regarde vraiment le travail de la mission French Tech, de l'équipe, c'est peut-être une des choses dont je suis le plus fière. C'est si on utilise la métrique de l'attraction, entre guillemets, c'est Mmh. que le réseau de la French Tech a quadruplé euh, sous ce mandat, quoi. En gros, on avait une trentaine de communautés en 2018, et aujourd'hui, on a 121. Pas vraiment partout dans le monde, Waouh! mais D'accord. vraiment Du coup, déjà dans la métropole et en plus dans le monde dans le entier. monde entier, Worldwide. vraiment de Perpignan à Tokyo, quoi. Partout. Mmh. On salue Tokyo. Voilà. Et puis, je vais pas non plus faire tout le bilan, je vais choisir comment dire, mes milestones préférés. Euh, il y a aussi la création du programme Next 40 French Tech 120. Là, on est à la deuxième saison.
Peut-être pour ceux qui savent pas ce que c'est, le programme Next 40 120 est un programme en fait pour le 120 entre guillemets meilleures startups en France qui sont sélectionnées uniquement avec des critères de performance économique. Donc la logique derrière, c'est s'il nous faut 25 licornes, bah, il y a pas non plus 50 000 candidats possibles. Grand max, il y en a 120. Et du Mhm. coup, on préfère en fait immédiatement identifier qui sont ces savants-là, essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques, et c'est comme ça que l'État peut apprendre par rapport, enfin, apprendre à gérer en fait les problématiques d'hypercroissance. Donc l'idée, c'est de les utiliser comme une sorte de labo pour pouvoir ensuite servir l'ensemble de l'écosystème. Plus concrètement, ça fonctionne comme un marketplace B2B, c'est-à-dire que il y a du coup d'un côté les 120 startups. Leur interface ou leur plateforme, c'est trois chargés d'affaires qui sont chez nous, qu'on appelle les Startup Success Managers. Et puis ensuite, en termes de produits, ils sont branchés à plus de 55 correspondants French Tech qui sont dans des administrations, des ministères et des services publics différents, de l'URSSAF, la Banque de France, le ministère de la Défense, tout ça, tout ça. Et eux, ils ont des offres, des produits ou des services en fait que les French Tech s'inventent peuvent accéder. Donc, pour être assez concret, ça peut être sécuriser, par exemple, une opération d'import-export en passant avec le soutien des douanes. Ça peut être revoir en fait sa cotation bancaire avec le Banque de France. Banque de Ça France. peut être obtenir un rescrit de la part de DGFiP, ou vraiment voilà, de l'administration qui gère la fiscalité. Voilà. Mhm. Et en fait, si j'en suis fière, c'est pour deux raisons. En fait, c'est la même raison. En fait, c'est assez relationnel. C'est parce que, si on regarde le French Tech 120, le genre de boîtes qui sont dedans, bah, en fait, en 2018, ils n'étaient pas particulièrement fiers de nous, quoi. Tu vois, enfin, moi, je me souviens des notes qu'ils nous donnaient dans les cadres D'enquête, de l'enquête que j'imagine, j'avais sur fait. l'impact de la mission French Tech. Oui, voilà, exactement. Et c'était pas génial, hein. Enfin, le retour à D'accord. l'époque était plutôt arrêtez de nous spammer ou Hmm. enfin arrêtez de vous mêler dans nos affaires ou enfin on sait très bien que vous faites que de la com politique et tout ça, laisse-nous D'accord. en Il y dehors avait de une vraie tout ça. rupture, Ouais, il y quoi. avait une vraie rupture où en fait il y en avait certains qui étaient même, enfin la plupart d'ailleurs de Next 40 étaient même pas dans la page French Tech tellement ils trouvaient ça, tu vois, pas forcément en fait leur truc. Enfin, le pass French Tech était encore très jeune à l'époque, donc il y avait encore pas D'accord. mal de progrès, mais voilà. Et donc en fait le fait qu'aujourd'hui la totalité de ces boîtes-là ont postulé pour les Next 40 et qui nous ont donné une super note à la fin de l'année, qui ont repostulé en plus pour cette année. Ça, c'est sachant que c'est parmi les fondateurs le plus exigeant de la France. Ça, c'est quelque chose en fait qui est un point de fierté. D'ailleurs, c'était Cédric O qui disait à l'équipe l'autre jour que pour lui, un des KPIs le plus important, enfin des indicateurs de réussite plus globalement pour lui qui sont le plus importants pour la mission French Tech, c'est l'appréciation des boîtes. Si les boîtes disent voilà qu'on est bien et ils adorent travailler avec nous et ça change complètement en fait leur relation avec le gouvernement ou l'administration française, bah, dans ce cas-là, on est content. Et puis de l'autre côté, tu as quand même les 55 correspondants qui viennent voilà, comme je disais, de l'URSSAF, de Banque de France, la CNES, la CNIL, enfin, vraiment partout, partout, enfin, le ministère de l'Intérieur, vraiment C'était partout. global. Eux aussi, en fait, c'était un peu improbable parce que c'était pas des personnes qui, en 2018, étaient forcément très pro French Tech, quoi. Tu vois, c'était des gens, enfin, c'était des administrations qui sont normalement assez éloignées de sujets de start-up. Et le fait d'avoir réussi à les fédérer et faire en sorte qu'ils soient fiers de faire partie de ce mouvement-là et qui travaillent avec nous dans le cadre de ce programme, c'est aussi un très grand point de fierté pour moi et mon équipe. Donc, voilà. Donc, je dirais, Bah, écoute, et voilà, une vraie passerelle entre tous ces univers qui, du coup, étaient dans le même écosystème, mais qui se parlaient pas trop. Et justement, toi, tu es venu un petit peu, fédérer tout ça. Et moi, ce que j'avais trouvé, vous l'avez tourné un petit peu à l'humour, mais c'est vrai que c'est assez révélateur. C'est que quand tu es arrivé, c'est ce que Cédrico disait, tu es arrivé avec, ton histoire, ton background, ta façon de communiquer qui est, propre qui est assez, propre aux startups aussi.
Donc notamment utiliser des termes comme l'onboarding, des choses comme ça. Ça, Ouais. je trouvais que c'était très révélateur, mais après c'est un trait d'humour, mais c'est vrai que globalement, il y avait l'eau et l'huile un petit peu et là, aujourd'hui, ça commence à être un peu plus, il y a un mouvement qui se Oui, fait. voilà, je pense que, tu vois, enfin, en tout cas, c'est 2 mondes qui peut-être se comprennent pas tout à fait, mais au moins on essaie vraiment de se comprendre et se parler. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Et David, si on parle du bilan, enfin, il y a plein d'autres choses, mais il faut absolument Bien qu'on sûr, parle quand même de mon point préféré et je pense que tu sais déjà ce que c'est. C'est un peu le programme absolument. chouchou de la French Tech. C'est French Tech Tremplin, bien sûr. Absolument, French October dans lequel, Senpai est du coup, accompagné par ce programme. Voilà, je dis ça en mode full disclosure. Oui, du coup, tu peux nous en parler un petit peu peut-être? Et effectivement, c'est quelque chose qui te touche personnellement, que tu as poussé, qui est quelque chose qui a une vraie réussite aujourd'hui. D'ailleurs, au moment où on parle, il y a la nouvelle promotion qui est lancée, en tout cas les candidatures sont ouvertes. Oui, oui, bien sûr. Donc, en gros, French Tech Tremplin. French Tech Tremplin parle de l'idée qu'il y a énormément de talents partout en France, un talent entrepreneurial, mais qui est coupé de l'entrepreneuriat tech pour tout un tas de raisons structurelles, que ce soit le financement, l'accès au réseau, question de code culturel, ou même en fait, comment dire, des rôles modèles qui fait en sorte qu'en fait, qui pensent que l'entrepreneuriat tech est possible. Donc en fait, ce qu'on fait avec French Tech Tremplin, c'est qu'on essaie d'imiter le genre d'avantages que ces personnes-là auraient eu s'ils venaient d'un milieu privilégié. Donc, en gros, ça vient avec déjà de l'argent. Ce qui est, Absolument. voilà, Bah, parlons soyons, concret, hein, soyons c'est un vrai peu, qu'il voilà, y a une vraie barrière financière déjà. exactement. Je pense que, voilà, enfin, de toute manière, enfin, c'est quelque chose qui est assez important. C'est des bourses de 30 000 euros plus 12 000 pour couvrir des frais d'incubateur accélérateur. C'est une place d'ailleurs aussi dans un incubateur accélérateur. Tout à fait. Et ensuite, tout un tas comment dire, tout un tas d'activités de promotion tout au long de l'année. Voilà. Enfin, Et le prisme, du coup, oui, effectivement, le tremplin, comme tu disais, donc, nous super fiers d'en faire partie. Et justement, c'est vrai qu'il y a cet accès à l'entrepreneuriat qui peut être compliqué parce que déjà, on est tous des porteurs d'idées, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans le bon milieu. Tu disais, on n'a pas forcément les moyens. On parle souvent de love money pour lancer une startup. Tout le monde n'y a pas accès. Et justement, vous venez un peu hacker ça et proposer à tous ceux qui ont de bonnes idées de pouvoir s'éclater et développer leur projet. peut-être pas tout, juste les meilleurs. Enfin, il faut pas oublier. Non, non, mais moi, Bien moi, entendu, je tiens à les dire parce que, enfin, c'est pas, il n'y a pas d'amalgame, oui, effectivement, c'est pas. ouais, enfin, c'est pas un programme de RSE, hein. Enfin, pardon. C'est-à-dire, nous, on le voit pas du tout comme une sorte de grand acte de charité. Si on le fait, c'est pour l'écosystème. C'est parce que, enfin, on a déjà vu, par exemple, l'impact que Covid a eu sur l'économie. Tu vois, il a totalement chamboulé et tout ça. Et la meilleure manière, en fait, de faire en sorte que la France se relance vraiment, c'est aussi, enfin, une des meilleures manières, c'est d'encourager l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est vraiment la France qui a besoin de ce genre-là. C'est la France qui a besoin de ces personnes talentueuses qui pourraient se lancer et créer des emplois. Enfin, et tout ça, quoi. Donc, c'est quand même un programme qui est, enfin, David, t'es dedans, donc tu sais que c'est un programme qui est quand même très sélectif en réalité. Que Absolument, il y a un concours, il y a un effectivement. concours, il y a que, en tout cas cette année, enfin, il y avait uniquement 200 Il y a places. énormément de dossiers, hein, tu me disais, Ouais, ouais, beaucoup absolument. de candidats. Absolument. Enfin, donc, bah, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. On sait que c'est très difficile. C'est pas qu'une question de milieu. Enfin, bah, tu le sais, enfin, mieux que moi, hein. Enfin, il faut vraiment se battre beaucoup. Il faut être sûr que c'est ce qu'on veut faire. Le mindset entrepreneurial n'est pas pareil que le mindset que de quelqu'un en fait qui a envie de devenir plutôt employé. Donc, il y a beaucoup de personnes, notamment dans la période prépa que tu as vécu, du coup, David, qui, tu vois, Mmh. qui se sont L'année dit en dernière. cours de route que, bah, en fait, au final, suite à cette expérience, en réfléchissant, l'entrepreneuriat tech, c'est pas pour moi. Complètement et justement, oui, c'était pensé de cette manière-là et j'ai envie de dire,
tu vois, tu me dis effectivement que c'est un des programmes dans lequel tu es le plus fier et justement, j'ai envie de te poser la question, à quoi ça te fait écho? Comment on arrive à proposer un programme comme Tremplin qui est, si on parle financier, le plus gros budget, Ouais, de la mission French 25 Tech 000 000 dans le quand même, monde? hein, sur 2 ans. Exactement, c'est colossal. Ouais. Du coup, comment on fait pour designer ça, pour penser ça et que ça réussisse? Parce que là, aujourd'hui, on peut le dire, c'est une réussite, quoi. Vas-y, bah, si c'est toi qui l'as dit, Ah, non mais, tu veux qu'on parle en fait du quel est le processus de conception et de lancement? C'est ça? ouais, comment c'est venu? Ouais, du coup, tu peux peut-être parler de French Tech Diversité et comment ça a migré vers Tremplin. Oui, Je bien sais sûr, pas donc en si fait c'est un angle que tu c'est prends. vrai, donc en fait, la diversité est une priorité pour la French Tech depuis longtemps. Avant que Audrey et moi, en fait, avons créé French Tech Tremplin, il y avait quelque chose qui s'appelait French Tech Diversité, mais ça avait uniquement un budget de 1,5 million. C'était uniquement dans l'Île-de-France, et c'était quasi uniquement en fait une bourse. D'accord. Donc pas d'opération, pas d'accompagnement, pas de réseau, pas de Il y en avait un tout petit peu, mais le feedback que d'accord. j'avais de la part de Lauria, c'est que c'était un peu ghettoisant. Bon, je cite, hein, je D'accord. cite. Un peu stigmatisant peut-être? Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'était, enfin, dans le sens où, déjà, ça s'appelait French Tech Diversité, qui est vraiment, Mmh. tu vois, des titres que tu n'as absolument pas du tout envie de mettre sur ton LinkedIn. Le deuxième, c'est que on avait tendance en fait à mettre vraiment le lauréat ensemble, qui restent uniquement ensemble, qu'on les mettait uniquement dans des incubateurs, accélérateurs qui étaient vraiment spécialisés dans la diversité avec des gens qui les accompagnaient, qui étaient uniquement spécialisés dans la diversité et tout ça. Et du coup, tu vois, c'est créé une sorte de monde parallèle de l'entrepreneuriat où d'un côté, tu avais par exemple le fondateur de Station F, petit exemple, euh, ou de 50 Partners, en fait, Oui, là où tu es, ou des e-founders, enfin bref. Et ensuite, de l'autre côté, le petit monde de French Tech Diversité. Et en fait, du coup, en tout cas, ça, c'était le constat. Il y avait l'autre constat aussi qui est que l'argent est vraiment pas assez. Euh, euh, c'est c'est nécessaire, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que, OK, tu as une petite bourse, pour te lancer, tu es relativement pépère pendant, peut-être tes 6 premiers mois ou ta première année. Mais, ensuite, tu vas tout de suite te retrouver dans une situation où il faut que tu lèves, par exemple. Et toi qui l'as déjà vécu, c'est très difficile en fait à envoyer des, comment dire? Genre de faire du cold emailing, quoi. Bien sûr. Quand tu connais vraiment personne et tout, et c'est toujours utile que quelqu'un t'ouvre la porte ou t'ouvre le réseau. Ensuite, il y avait des questions de code aussi, c'est-à-dire que ça soit, je sais pas, savoir structurer un term sheet, parler avec des VC, faire les pitchs dont on parlait, tu vois, la version 30 secondes, la version 2 minutes, la version 5 minutes, tout ça. Euh, c'est des choses, Tout en à fait. fait, qui s'apprend pas juste de manière scolaire, mais en étant vraiment immergé dans l'écosystème avec d'autres personnes, en fait, qui font. Donc, voilà. Et en fait, ce genre de choses-là, c'est quelque chose souvent que tu apprends des autres entrepreneurs. Donc, on a essayé de faire en sorte que French Tech Tremplin soit pas qu'une bourse et que ce soit conçu en réalité comme un pipeline de talents tech issus de milieux éloignés de la French Tech, euh, pour faire en sorte que ensuite ils se retrouvent avec le même, comment dire, le même point de départ que la plupart d'entrepreneurs qui ont réussi à passer le cap incubateur accélérateur. Donc, en gros, on essaie de les sourcer à la phase prépa euh, quand ils sont vraiment en mode puis seed, entre guillemets. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est un moment où ils ont peut-être trouvé une idée, ils ont commencé à le prototyper, mais où ils savent pas du tout comment De avancer. market fit encore, de Ouais, business mais tu vois, model. enfin, vraiment très, très, très beginner, entre guillemets. Et puis ensuite, par rapport à ce pool-là qu'on essaie de soutenir via une série de formations, de workshops, d'accompagnement, de mentoring et tout, on encourage ensuite ceux qui sont tu vois, dans cette réservoir de talents-là à postuler pour le vrai programme, entre guillemets, qui est la phase d'incubation. Et en fait, le challenge avec la phase d'incubation, c'est que en réalité, il n'y a aucun passe-droit vers les incubateurs accélérateurs. Tu vois, en gros, tu C'est as eux qui décident encore, hein. ben, non, mais pour moi, c'est par C'est la exemple, sélection. tu vois, David, c'était chez 50 Partners, c'est parce que 50 Partners pense que tu vois, que ce qui est sympa est top et tout ça, il y a quelque chose à faire.
Et il se trouve que, tu vois, tu es éligible French Tech Tremplin. Et du coup, il y a les bourses et tous les programmes qui viennent te soutenir dans le cadre de ton parcours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, le but, en tout cas, surtout de la phase Complètement. d'incubation, c'est pas réellement d'aider les lauréats, pour être tout à fait honnête avec toi. On l'a conçu pour aider des incubateurs, accélérateurs, qui en réalité rataient tout un tas de talents exceptionnels Complètement, ouais. parce que peut-être ils passaient les entretiens avec certains biais, enfin. Et puis il y avait peut-être une forme de discrimination voulue ou non voulue dans le, tu vois, dans les dossiers, ces types de choses-là. Et du coup, French Tech Tremplin, en fait, les encourager Mhm. à recruter autrement. Et c'est comme ça que voilà, on se retrouve avec ces 200 entrepreneurs qui sont entre guillemets artificiellement injectés dans l'écosystème d'incubateurs accélérateurs de la France. Eh ben, écoute, super pour cette explication. Et justement, je voulais te poser un petit peu la question que on peut peut-être se poser maintenant qu'on arrive à peu près au terme du podcast. Qu'est-ce qui va devenir de la French Tech sans la directrice iconique que tu es? Tu vois, aujourd'hui, on sait, il n'y a pas encore de remplaçant. Louis Fleuret, qui était dans ton équipe, du coup, reprend le relais, l'intérim, en attendant que le siège soit remplacé. Justement, qu'est-ce qui va devenir de cette mission suite à ton départ? C'est une question pour le ministre, ça, David. Moi, je peux te dire, en tout cas, deux choses. Peut-être la partie ce que je sais, ce que je crois. Ce que je sais, c'est que moi, je dirige la deuxième mission de French Tech et le directeur, directrice, en fait, va pas arriver pour faire mon job. En réalité, le nouveau directeur, directrice va arriver pour construire une troisième mission French Tech qui est comme tu as eu un peu de teasing en fait de la part de Cédric hier, Mhm. mais du coup ce que je peux dire sur ce projet-là, puisque Cédric l'a annoncé, c'est un peu comme le série B de la mission French Tech en quelque sorte, dans le sens où il va falloir vraiment scaler l'équipe. Le mot qu'il utilise beaucoup, c'est massifier. Il veut absolument que nos programmes aujourd'hui, qui peuvent potentiellement avoir un impact uniquement symbolique et un impact plus systémique, et il voudrait aussi rendre la French Tech un peu plus institutionnelle, pas au sens ADN. Enfin, le but, c'est pas non plus de faire en sorte qu'ils aient la culture des administrations françaises uniquement. Enfin, il faut toujours préserver la partie un peu hybride, mais dans le sens où c'est une D'accord. institution qui a des racines en fait un peu plus profondes au sein de l'État. Tu vois, je dirais une sorte de base opérationnelle qui est plus forte, qui permettra de croître. C'est les grandes lignes pour l'instant pour décrire le projet. Je suis sûre que Cédric, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être à la rentrée, quand il aurait trouvé le directeur, directrice et tout ça, va vraiment rentrer dans les détails sur ce projet-là. Après, il y a ce que je sais. Mais il y a aussi ce que je crois, qui est que, Tout quoi à qu'il fait. arrive, la French Tech, même si j'ai fait beaucoup de représentations de ces 3 dernières années et le ministre aussi, la French Tech, c'est pas nous. La French Tech, c'est toi. La French Tech, c'est toi. C'est le lauréat de Tremplin, c'est le lauréat du Next 40, c'est des milliers de startups Mhm. qui sont en région, les startups dans le deep tech. Enfin, c'est eux la French Tech. La mission French Tech, en réalité, n'est que une Une organisation au expertise. sein de l'État dont l'objectif est de soutenir la French Tech. Donc, quelque chose dont je suis absolument convaincue, c'est que quoi qu'il arrive, la French Tech va continuer à cette vitesse c'est plus, comment dire, il y a encore beaucoup de choses à écrire dans son histoire, quoi. Complètement. Et il y a une phrase, moi, que j'ai retenue de ton discours hier, qui est une startup nation, but not without nation. Mais c'est drôle qu'il y a plein de gens qui sont. Ah bon? Ah oui, oui, Ah bah, je oui. pense qu'elle a catché beaucoup de monde. Oui, oui, oui. En plus, je l'ai dit en français, pour une fois, plus ou moins. En gros, oui, 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 je retrouve, mais en fait, c'était au moment que je parlais des inégalités. Je parlais au fait que les inégalités font mal à la French Tech et pire à la France. Et du coup, je sais pas si ça vaut la peine d'être une startup nation s'il y a plus de nation du tout. Non, mais ça en dit long et c'est assez fondamental dans la philosophie que tu as véhiculée pendant ces 3 dernières années. Et justement, je peux pas t'avoir au micro du podcast sans te poser la question, Kat, qu'est-ce qui t'attend, toi, après? Quels sont tes projets? Dormir.
Non, mais C'est un début. bah, Bon, 3 ans sans dormir, c'est long. oui, je pense que, enfin, tu vois, toi et moi, on est dans des milieux où on est toujours fiers d'être à 200%, de travailler tard, de travailler le week-end et tout, mais le repos, le fait de vraiment prendre une grosse bouffée d'oxygène, de prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous, c'est quand même quelque chose d'important. Il se trouve en plus que c'est l'été, et c'est l'été suite à un confinement qui était assez difficile pour beaucoup Ah, de c'est difficile, personnes. ouais. C'est l'été aussi un tout petit peu pour nous parce que, ben, comme tu sais, on a beaucoup œuvré en fait pour les entreprises qui étaient en difficulté, qui, tu vois, et c'était Complètement, très et puis, difficile pour moi et les membres de mon équipe d'ailleurs de prendre des vacances quand on devait soutenir en fait, voilà, tout un tas de boîtes qui étaient dans des situations quand même assez sordides. Donc, oui, 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 en fait, la réalité, c'est que mon mandat se termine là, mais il me reste, je sais pas, quasiment 2 mois de vacances que j'ai jamais pris. Quasiment 3 mois de vacances que j'ai jamais pris, d'ailleurs. eh ben, Donc en fait, voilà, je vais déjà faire ça un tout petit peu et on va voir pour la suite. écoute, on restera connectés, pour, savoir un petit peu, au moment voulu, ce que tu deviens, Kat. En tout cas, on le surveillera, nous, en tout cas, chez Senpai et je pense tous les auditeurs qui nous écoutent avec attention aujourd'hui. Merci beaucoup, Kat, pour, ton temps. Je sais que tu as encore des choses à clôturer aujourd'hui et merci pour ton témoignage et je pense profondément merci de la part, alors du coup, des personnes de French Tech Tremplin pour l'engagement que tu as apporté dans l'écosystème, pour avoir cassé des murs, pour avoir brisé des plafonds de verre. Je pense sincèrement que tu as amené quelque chose et quand tu parles de mouvement, ben, c'est exactement le bon terme, c'est que tu as lancé quelque chose qui perdurera dans le temps et qui perdurera encore longtemps, je pense. Et je le souhaite, en tout cas, on œuvre, nous, chacun à notre niveau, à ce que ça soit perpétué. OK. Bon, bah, merci à toi Très aussi. bonne continuation, Kat. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.